C'est un fait, les gens sur internet sont curieux comme des poux, et bah du coup c'est la FAQ. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur Blood is the New Black. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un petit peu particulière qui est une vidéo FAQ. En réalité je voulais faire une FAQ pour genre les 6666 abonnés, sauf que le moment où j'atteins les 6666 c'est à peu près le moment où j'ai sorti la vidéo supermarché qui a fait plus mon nombre de visiteurs. Donc j'ai loupé les 6666, j'ai loupé les 7000, j'ai loupé les 8000. Bon, on va dire que c'est la FAQ des 8000. Du coup je profite de cette début de vidéo pour remercier tous ceux qui se sont abonnés, que vous soyez abonnés il y a très longtemps ou très récemment, merci à vous. J'aime énormément faire des vidéos, mais j'aime aussi voir que vous êtes de plus en plus nombreux et de pouvoir avoir des échanges avec vous, etc. Donc voilà, merci à vous. C'est cool. Du coup l'autre jour je vous ai demandé sur Instagram de me poser vos questions sur la FAQ. Donc je vous invite vraiment à me suivre sur Instagram si c'est pas déjà le cas. C'est là où je poste le plus du 3615 My Life si cela vous intéresse. Et c'est là où généralement je demande aux gens de me poser des questions pour les FAQ. Je vais être honnête, j'aurais pu prendre un petit peu de temps et classer les questions parce qu'il y a quand même quelques grands thèmes qui se détachent, hein. Il y a le thème de la musique, il y a le thème du Japon et il y a le thème 3615 My Life. Sauf que pour être honnête avec vous, je suis très fatiguée. C'est à dire que là aujourd'hui je tourne 3 vidéos alors que j'ai passé ma semaine à faire mes travaux pour le salon et que la semaine d'avant j'ai monté tous les meubles pour avoir une maison à peu près digne. Autant vous dire que je suis un déchet et que l'effort consistant à classer les questions, je ne l'ai pas fait. Et du coup ça veut dire que s'il n'y a qu'une seule partie de ma vie qui vous intéresse, eh bien vous êtes condamné à regarder cette vidéo jusqu'au bout et à me donner plein de watch time. Allez c'est parti. Duff and Roses me demande si c'était possible, est-ce que tu voudrais adopter un panda? Bien sûr que oui. Juju R me demande des tips pour survivre au milieu misogyne à souhait qu'est l'informatique. Ma période en informatique, j'ai pas trouvé que c'était le milieu le plus misogyne qui soit. J'ai été dans des milieux plus misogynes que ça. Bonjour le milieu métal. Les tips que j'en ai d'une part c'est de ne rien laisser passer, hein. Les remarques déplacées, les comportements déplacés, ça ne doit pas avoir lieu sur le lieu de travail. Après évidemment, surtout quand on est jeune par exemple, c'est pas forcément évident mais c'est vraiment le conseil que je vous donne. Donc dans mon cas c'est un peu particulier parce que le fait que j'ai un look très marqué a un petit peu agi comme une armure je pense sur pas mal de points. Et un autre tips que je donnerai qui est assez important, c'est de se renseigner, de se former sur les sortes de biais qu'on peut avoir suivant la manière dont on a été éduqué, puisqu'on sait que on n'attend pas forcément la même chose des filles que des garçons, et essayer de prendre du recul et se rendre compte que parfois il y a des mecs qui se la pètent, qui font genre c'est ultra décador, la manière dont ils présentent ce qu'ils font font que tu as l'impression qu'ils sont vachement supérieurs à toi alors que leur travail n'est pas meilleur que le tien, c'est juste la manière dont ils le présentent. Et à partir du moment où tu comprends ça, d'une part tu comprends que si toi aussi tu veux être reconnu par ton patron etc, tu dois agir comme eux, et d'autre part ça te permet aussi de relativiser. Je sais pas si je suis claire et j'espère l'être. Et globalement moi ce que je considère c'est invoque ton Jean-Michel intérieur. Invoque ton Jean-Michel intérieur, agis comme Jean-Michel. Juju R aussi me demande est-ce que tu veux des piercings à l'oreille. Donc j'ai mon stretch et là j'avais un autre trou mais en ce moment j'ai perdu la boucle d'oreille, je sais pas si je réussirai à la remettre ou pas. Et de ce côté là pareil j'ai les 2 trous. Est-ce que j'en veux d'autres? Je ne sais pas. Mes oreilles elles sont tout le temps cachées hein, vous le voyez. Donc est-ce que ça vaut vraiment le coup de se faire chier à se faire percer et à faire des cicatrisations? Je ne sais pas. Et enfin toujours par Juju, merci pour tes questions. Quel est ton parcours scolaire? Alors mon parcours scolaire il est extrêmement classique par rapport au métier que je faisais, puisque j'ai tout simplement un bac S et j'ai un bac plus 5 en informatique. Donc j'ai fait un master système d'information et d'analyse décisionnelle, ce genre de choses. Donc un master plutôt orienté décisionnel et BI, même si je n'ai pas du tout travaillé dans cette partie là de l'informatique hein. Moi j'étais plutôt dans la partie purement développement. J'ai pas du tout fait de BI hein. Je travaillais dans l'informatique bancaire. Donc ça c'est mon parcours scolaire qui est très banal hein. Pas grand chose à signaler. Parmi les choses peut-être à dire, j'ai sauté une classe, j'ai sauté la grande maternelle. Je suis passée directement au CP parce que je savais lire, donc voilà. J'ai beaucoup travaillé en informatique, j'ai probablement trop travaillé en informatique, j'ai fait un burn-out, j'ai fait une dépression et je suis partie devenir tatoueuse. Donc la partie tatoueuse par contre ce n'est pas un parcours scolaire puisqu'il n'y a pas de formation. La seule formation que j'ai passée c'est ma formation hygiène et salubrité qui est la formation obligatoire pour être tatoueuse. Et après l'apprentissage c'est pas un truc encadré en fait. Madi B me demande hello, quelle est la taille d'écarteur que tu voulais atteindre? Donc je voulais atteindre le 20 mm sur chacune des 2 oreilles. Cette oreille là comme vous l'avez vu dans
ma vidéo stretch j'ai déjà les 20 mm. Je pense que je vais monter au moins jusqu'à 25 et après je verrai. Poupée industrielle me demande, et l'évolution de tes cheeks? Oui, je t'ennuierai souvent avec ça. Donc mes cheeks, depuis la vidéo que j'avais fait, qui était une vidéo je crois un an après, il n'y a pas eu énormément de changements. Donc je suis passée, je vous l'avais dit, à du titane de grade implantable. Donc c'est la meilleure matière qu'on peut faire pour les piercings. C'est aussi la matière la plus onéreuse, mais dans le cas des cheeks ça les vaut clairement. J'ai toujours des petites boules de temps à autre, du pus de temps à autre, ça saigne de temps à autre. Mais c'est les cheeks, c'est normal, ça fait partie de l'entretien qui est nécessaire. Il n'y a pas de problème particulier à signaler, c'est juste tu t'habitues des fois à devoir nettoyer tes boules de chair, à devoir te retrouver avec du sang sur ton fond de teint, mais c'est pas bien grave. Mes regrets me demandent, il semble que tu tires les cartes, quelle est ta préférée, celle qui t'attire le plus, celle que tu aimes voir dans ton tirage? Alors là je suis sûre que vous dites que ouais, comme je suis une grosse goth, ma carte préférée ça va être la mort, etc. Eh bien pas du tout. Et il se trouve que ma carte préférée, en tout cas pour le moment et depuis quelques années maintenant, est l'ermite. L'ermite, je vous en mettrai une photo ici. Bref, l'ermite c'est la carte qui amène la lumière, qui est pas forcément une lumière qui peut être agréable, hein, ça peut éclairer des choses qu'on ne voudrait pas voir. Je pense que vous avez compris que amener la lumière c'est un truc qui est assez important pour moi. Angivslara, désolée si j'écorche ton pseudo, me dit que 8000 mais ta chaîne est si bien. Eh bien merci beaucoup, oui on est que 8400 mais j'espère que ça va augmenter. SNDAMR, je suis désolée, là pareil, je n'arrive pas à prononcer. Quel regard portes-tu sur ta communauté YouTube? Donc ma communauté YouTube, honnêtement, je pense que c'est une des meilleures choses qui me soit arrivée de ces dernières années. Je le dis régulièrement, ouvrir une chaîne YouTube et ouvrir mon blog, etc. C'est très probablement une des meilleures choses que j'ai faites, tout simplement parce que c'est ce qui m'a permis de me sortir de mes moments les plus sombres. Et c'est aussi ce qui m'a permis de rencontrer aujourd'hui des amis tout simplement, que je n'aurais tout simplement pas rencontré, parce que quand tu arrives à un certain âge, que tu as des goûts et des opinions un petit peu particulières, c'est pas forcément très facile de se faire des amis dans son milieu professionnel, etc. J'ai rencontré des amis grâce à YouTube, donc c'est vraiment génial. Alors, la plupart d'entre vous, vous me soutenez de manière inconditionnelle sur la plupart des choses que je fais. Vous avez été une aide très précieuse et je suis vraiment très contente d'avoir la communauté que j'ai, et je vous remercie tous les jours. Alors après évidemment hein, il y a des commentaires de merde sous certaines de mes vidéos, notamment les vidéos qui marchent ou les vidéos sur le Hellfest, mais ça je considère pas ça comme ma communauté, c'est juste des gens qui tombent sur ma vidéo. Ma communauté, eh bien vous êtes génial et je vous aime. Et les kiwis aussi me demandent: bonjour, aimerais-tu retourner au Japon avec un autre visa ou plutôt voir un autre pays? Alors là c'est la question à la fois cruelle et cruciale. Oui, j'aimerais retourner au Japon. Donc je suis partie du Japon parce que mon visa, qui est un PVT, donc permis vacances travail, dure 1 an et qu'il arrivait à son terme. Mais ça ne veut pas dire que je n'aime plus le Japon, ça ne veut pas dire que je n'aimais pas ma vie là-bas, bien au contraire. Sauf que bah on s'en rend pas forcément compte ici avec l'espace Schengen, etc. Mais émigrer dans un pays, ce n'est pas si facile et ça demande des concessions. Aujourd'hui le seul visa que je peux avoir au Japon et que j'accepterai d'avoir, c'est le visa touriste, qui me permettrait de retourner au Japon pour 3 mois, donc 2 fois 3 mois dans l'année. C'est quelque chose que j'utiliserai, hein, je pense que je vais retourner au Japon, ça c'est sûr. Après pour vivre au Japon, c'est-à-dire avoir le droit de s'installer sur une plus longue durée, il faut soit un visa de travail qui nécessite d'avoir un sponsor par une entreprise, sauf que bah, j'ai décidé et je me suis rendu compte en allant au Japon que je n'ai pas envie de retourner au salariat. J'ai déjà pas envie de retourner au salariat en France, alors retourner au salariat au Japon avec les conditions de travail du Japon, voilà. Après il y a d'autres types de visas, il y a le visa étudiant, sauf que ça nécessite d'aller dans une école de japonais ou une autre école, sauf que les frais pour une école c'est quelque chose comme 7000 € l'année, et sachant que bah, une fois que tu as fini ton école t'es censé rentrer, donc ça ne résout pas mon problème. Et il y a d'autres types de visas comme le visa artiste, etc. ou le visa entrepreneur, sauf que aujourd'hui bah, j'ai pas la money pour créer mon entreprise au Japon. Donc voilà, je suis rentrée en France, je me lance sur d'autres projets, mais il y a bien quelque part dans ma tête une partie de Séraph qui désire retourner au Japon, qui retournera en visa touriste, et après eh bien on verra. Quant à voir un autre pays, alors j'ai très envie de voyager, je sais pas trop comment ça va se goupiller ici avec mes projets professionnels, mais je souhaite garder l'habitude que j'avais prise au Japon, c'est-à-dire de voyager quasiment tous les mois, pas forcément très loin, mais d'aller un petit peu parcourir le monde. Au mois de juillet, donc là je pars une semaine à Toulouse, au mois d'août je considère que le Motocultor c'est mes vacances. Je sais pas encore où je vais partir cet automne, j'ai très envie de partir en Europe de l'Est. Donc voilà, je vais découvrir pas mal d'autres pays, mais si on parle de pays où je souhaiterais
vivre, en tout cas sur le long terme, il n'y a que 2 pays qui me tentent. Un c'est le Japon et c'est l'Islande. L'Islande, il n'y a pas de problème de visa, il y a juste des problématiques de température, on va dire, qui me retiennent à l'heure actuelle. MVRXE, vous n'avez pas des pseudos plus faciles, me demande est-ce que tu as un rêve à atteindre? Non. Mac Grizzly m'a posé 2 questions. Quel est le meilleur concert que tu aies fait et le pire concert? Alors je vous avoue que ces questions j'y ai réfléchi. Quel est mon meilleur concert? Il y en a plusieurs de très très bons, mais je saurais pas vraiment élire le top de mes concerts. Pour moi il y en a au moins 3 qui se battent ensemble. Le premier c'est la seule fois que j'ai vu The Devil's Blood qui sont passés au Hellfest très peu de temps avant d'avoir splitté. The Devil's Blood c'est un groupe qui est culte pour moi, que j'aime énormément et je suis extrêmement heureuse d'avoir eu l'occasion de les voir en live puisque ça ne sera plus possible puisque Selim Lemouchi s'est suicidé. Le concert de The Devil's Blood c'était un concert sous la Vallée, toutes les personnes dans l'assistance Stéphane, et c'était un concert avec une intensité, presque une possession que je n'ai quasiment jamais revue chez un groupe. Quand on dit que Selim Lemouchi était quelqu'un d'habité par sa musique et par son art, c'est tout à fait vrai. Je pense que ce concert est dans mon top, non seulement parce que c'est un concert génial d'un point de vue objectif, parce que The Devil's Blood en live c'est une intensité, une violence, une dedication, mais je sais pas le dire en français, bref un total, et en plus parce que je suis très heureuse d'avoir pu voir une fois The Devil's Blood. Un de mes autres concerts préférés était très probablement le concert de Watain au Fall of Summer, tout simplement parce que Watain en live c'est génial. Je suis une très très grande cliente de leurs tridents enflammés, de leurs petits rituels sataniques, des torches de flammes partout, enfin bref, t'en mets plein la gueule, moi ça me convient. Mais en plus le Fall of Summer était dans un contexte géographique absolument magnifique puisque c'était sur une sorte de base de loisirs et que la scène où jouait Watain était accolée à un lac, et en gros tu avais Watain qui jouait et derrière tu avais le lac et tu avais la pleine lune, et c'était vraiment tellement parfait, ça allait tellement bien à Watain. Voilà, je pense que c'est un des plus beaux concerts que j'ai fait en termes d'adéquation entre l'environnement et la musique. Et parmi les autres concerts qui font partie probablement de mes meilleurs souvenirs, il y a très probablement le concert de Therion au Hellfest 2007. Et après il y en a pas mal d'autres que j'ai hésité à mettre. Le concert de Korn au Sonisphere, la toute première fois donc que je voyais Korn. Ils étaient au Download ou au Sonisphere juste avant de passer au Hellfest. Et j'y suis allée en tant que photographe, donc j'étais dans le pit photo, je faisais la queue parce que à l'époque j'aimais Korn, mais on m'avait dit qu'en live c'était nul à chier, donc je suis juste allée prendre des photos en me disant bon je vais prendre des photos, je vais cocher ma case à shooter Korn, et puis voilà. Et j'ai fait la queue au pit photo, j'ai pris des photos, je me suis pris la plus grosse claque dans ma gueule quand j'ai vu Jonathan Davis commencer à chanter. Ça m'a juste hypnotisée, d'autant qu'ils commençaient leur set sur Blind. Je n'ai jamais vu Jonathan Davis à l'époque où il était plein de coke, etc. Mais là, comme je l'ai vu, il était génial. Et du coup, mon pire concert, eh bien, je ne sais pas, j'ai fait beaucoup de concerts pas très ouf, mais quand c'est en festival, je suis plutôt du genre à aller ailleurs plutôt que de rager. Mais je pense que du coup, j'élirai très probablement Electric Wizard quand je suis allée les voir à Poitiers, simplement parce que pour un show en salle où t'es le headliner, faire un set de 45 minutes, je trouve ça honteux, je trouve ça totalement irrespectueux des fans. Polymar me demande est-ce que tu peux faire une vidéo conseil pour se stretcher les oreilles? A priori c'est fait, elle sera là quelque part dans le i. Une petite métalleuse, quel est ton groupe préféré qui vient au Hellfest? Alors le Hellfest étant passé, je pense que le groupe que j'attendais le plus, mais ma meilleure surprise cette année fut Envy, et d'ailleurs je vous en parle dans ma vidéo sur le Hellfest qui sera aussi disponible quelque part par là. Marie Inc me demande ton oreille droite est à combien de centimètres? Alors je ne sais pas où est ma droite et je ne sais pas où est ma gauche, hein. Mais celle-ci est à 20 mm donc 2 cm, et celle-là est à 1,6 cm donc 16 mm. Mademoiselle Cassandra R me demande d'où est partie ton envie du Japon? Voyage, musique, manga peut-être? Alors je ne saurais pas dire s'il y a eu un seul élément déclencheur pour me donner envie et cet amour pour le Japon. Ce qui est sûr c'est que je fais partie, comme beaucoup d'entre vous je pense, de la génération qui a grandi en voyant des dessins animés d'origine japonaise à la télé, même si quand j'étais très jeune je ne comprenais pas que c'était japonais. Mais du coup pour moi Sailor Moon c'est un dessin animé culte, Lady Oscar aussi, donc ce sont mes 2 dessins animés les plus cultes. Mais bien sûr j'ai vu Nadia et le secret de l'eau bleue, j'ai vu les Chevaliers du Zodiaque, etc. Et c'était ce que je regardais le plus. Du coup à partir de là j'ai lu quelques mangas à l'époque, notamment les Sailor Moon, puisque la fin de Sailor Moon elle est jamais passée en France, et j'avais découvert qu'il y avait des mangas, mais je comprenais pas que c'était des mangas, pour moi c'était juste des BD. Après effectivement j'ai découvert les mangas lorsque j'étais
j'étais au lycée où j'avais 3 amis qui étaient déjà à fond sur les mangas et qui m'ont initié au manga. Et à partir de là, je suis tombée dans les mangas, je suis tombée très très fort dans les mangas puisque ceux qui me connaissent depuis longtemps savent que j'ai été admin d'un site sur Naruto. Hein, donc à partir de là, c'est que j'étais bien atteinte. Niveau musique, j'ai jamais été ultra ouf de la musique japonaise. J'apprécie quelques groupes mais je suis pas ultra calée. J'ai beaucoup écouté par exemple l'Arc-en-Ciel, mais en grande partie parce qu'ils ont fait des BO d'animé. J'écoute X Japan mais je suis pas une grande fan de visu et je l'ai quasiment jamais été en fait. Du coup c'était les mangas et après lorsque j'ai travaillé, que j'ai eu des sous, le tout premier voyage que j'ai fait en dehors de l'Europe, la toute première fois que j'ai pris vraiment un long courrier etc, c'était pour aller au Japon. Et ce voyage là au Japon a totalement changé ma vie puisque je suis revenue, je voulais apprendre le japonais et j'avais décidé que je partirais y vivre un an. Delphinetta me demande: bonjour, tu as un nouvel appartement à Blois. Alors nouveau c'est un grand mot, hein, je suis dans un bâtiment qui doit être construit en 1850 quelque chose comme ça, mais oui j'habite à nouveau à Blois. Vitruvian Mercury me dit: une date officielle pour l'ouverture de ton salon de tatouage, donc une manière comme ça discreto sans secrète d'annoncer officiellement sur YouTube que je suis effectivement en train d'ouvrir mon salon de tatouage. L'ouverture officielle elle est après le week-end du 15 août parce que après le Motocultor, mais j'ouvrirai très probablement aux alentours de début août. Pauline FR 2006-57 me demande: quel est le groupe de métal que tu détestes le plus? Rammstein. Persephone 16 me dit: quid du podcast? Quid du podcast, j'ai encore une fois présumé de mes forces, de mes compétences et du temps que j'avais à ma disposition. Donc bien que j'ai écrit quelques épisodes, j'ai pas eu le temps de le lancer correctement, donc je ne sais pas si c'est un projet que je reprendrai ou pas. Une Elma me demande: un groupe de métal surcoté et un qui mériterait d'être plus connu. Un groupe de métal surcoté, je sais pas, j'hésite entre Rammstein et Carpenter Brut. Oh, il y a Slipknot aussi, histoire de m'attirer quelques trolls. Et un groupe qui mériterait d'être plus connu, globalement tous les groupes que j'aime mériteraient d'être plus connus. Je pense que Therion mériterait d'être plus reconnu. Mais sinon je pense que parmi les groupes qui n'ont pas eu l'appréciation qu'ils méritent à leur juste valeur, il y a In Solitude qui est un de mes groupes préférés ever. Et que je connais plein de gens qui pourraient aimer In Solitude mais qui ne l'ont jamais aimé. Donc si vous aimez Tribulation, si vous aimez The Devil's Blood, ce genre de choses, allez écouter In Solitude. Ils ont splitté, c'est triste, mais sinon c'est un de mes groupes préférés et je pense qu'il mérite plus de reconnaissance. Justine me demande: serais-tu prête à revenir sur l'île le temps d'un guest tattoo? Alors oui, j'espère vraiment pouvoir le faire. Je ne me suis pas encore organisée. En fait je m'étais dit que après que j'aurais ouvert mon salon, je commencerai à rechercher pour faire des guests parce que ça va avec mon envie de voyager un petit peu à travers la France etc. Et sur l'île forcément j'ai des connaissances, j'ai mon maître d'apprentissage etc. Donc je m'occuperai sans doute de cela après l'ouverture de mon salon, mais oui il est très probable que je passe à Lille soit fin d'année, année prochaine, je ne sais pas. Je pense que je trouverai bien un moyen de venir à Lille pour tatouer des gens. Aurore de Nuit me demande: tu voudrais retourner au Japon? Si oui, quand et combien de temps? Eh bien j'y ai un peu répondu, oui je veux retourner au Japon. J'y retournerai très probablement l'année prochaine en touriste. Je pense que j'irai 1 ou 2 bons mois, enfin bref, voilà, exploiter mon visa touriste. Après, pour ce qui est d'un visa plus longue durée, comme je vous l'ai dit, je suis un petit peu contrainte par les possibilités qu'offre le Japon en termes d'immigration. Aurore de Nuit me dit aussi: y a-t-il quelque chose que tu voudrais tatouer en particulier? Alors globalement en particulier non, mais forcément je suis toujours très contente quand je tatoue des choses qui font partie des productions culturelles en général que j'apprécie. Du coup j'ai très envie de tatouer des trucs Sailor Moon. Parmi les trucs que j'aimerais tatouer du Anastasia, j'aimerais tatouer des Pokémon, j'aimerais tatouer des pandas, faire une belle compo inspirée à la Croisée des Mondes en plus avec la série qui arrive, ça me ferait plaisir. Bref, tatouer des trucs que j'aime. Badwolf 220 me demande: quels sont tes conseils pour ouvrir sa propre boîte et les choses à éviter? Car oui, ouvrir un salon c'est créer une vraie entreprise et c'est pas toujours évident. Moi j'aurais tendance à dire que les conseils pour ouvrir sa propre boîte, enfin il y en a plusieurs, mais je pense que les plus précieux c'est d'une part vraiment être préparé à en chier. Ouvrir une boîte, je parle pas d'une boîte auto-entrepreneur, je parle d'une vraie, enfin le statut qui devient compliqué où tu fais ta compta etc, ta merde. Être préparé à en chier, c'est vraiment beaucoup de paperasse, c'est vraiment beaucoup de trucs.
être préparé à avancer beaucoup d'argent au moment où tu ouvres ta boîte, donc soit préparer des financements auprès des banques, soit avoir des thunes. Et surtout un truc que je trouve très important, c'est être réaliste avec soi-même, savoir que tu es probablement doué dans un domaine, mais il y a sûrement des trucs où tu es vraiment nul à chier. Moi par exemple, je suis nul à chier pour toutes les choses bassement simples. Je suis nul à chier pour faire ma paperasse, pour avoir un abonnement internet, c'est la merde. Je suis nul à chier pour parler avec les gens, alors négocier avec des fournisseurs ou ce genre de choses, c'est pas mon délire. Et du coup, sois réaliste sur ce où tu es mauvais. Et soit travaille-le, soit trouve quelqu'un pour le faire à ta place, quelqu'un qui est doué là-dedans. Prends tous les conseils que tu peux avoir de personnes qui ont fait des choses similaires. Par exemple, si je prends mon cas, je discute effectivement beaucoup avec d'autres tatoueurs et d'autres tatoueuses qui ont ou pas leur propre shop, mais en tout cas ça permet d'échanger sur leur fonctionnement. Mais par exemple, sachez que une personne qui par exemple a été fleuriste, qui a tenu un magasin pendant plusieurs années, etc., peut aussi vous apprendre de très nombreuses choses. Donc ne vous fermez pas à tous les conseils, sachez faire la part des choses. Juste sachez vous entourer correctement et prenez les conseils là où vous pouvez les prendre. Et les choses à éviter par contre, c'est justement prendre les conseils des autres comme de l'argent comptant. La truc à éviter, c'est écouter toutes les personnes qui vous diront que vous y arriverez pas, parce que ça il y en aura toujours, quelle que soit la boîte que vous ouvriez, quelle que soit votre idée et tout, vous aurez des gens qui vous diront que vous allez pas y arriver. Et envoyez les chier et testez par vous-même. Bruma Eterna me demande quel est ton plus beau souvenir en festival. Et du coup là j'ai très envie de parler du Hellfest 2007 qui malgré tout a été un de mes festivals préférés, mais il va y avoir encore un abruti qui va me dire que je mens et que je ne suis pas allée au Hellfest 2007 parce qu'a priori, je sais pas, ça doit être drôle de mentir et de dire que tu vas à un festival où tu n'es pas allé. Mais je pense que mon plus beau souvenir en festival c'était effectivement le Hellfest 2007 parce que l'affiche était magnifique, parce qu'il y avait beaucoup de groupes que j'appréciais énormément, parce que c'était aussi quelque chose de vraiment particulier. Donc pour ceux qui ne connaissent pas le Hellfest 2007, donc c'était je crois le deuxième ou le troisième Hellfest, et il se trouve qu'il y a eu des intempéries qui ont été vraiment très fortes et que le Hellfest n'était pas du tout préparé. Du coup globalement c'était un champ de boue, c'est à dire que mon compagnon à l'époque était en Vans, autant vous dire que la Vans elle est restée dans la boue, hein, voilà. Moi heureusement j'avais mes 20 trous à l'époque. Je sais pas, il y en a beaucoup, que ça soit les shots de Jägermeister, que ça soit le Hellfest 2007, que ça soit la Monster Rehab au point presse du Motocultor il y a je sais pas combien d'années, qui m'a rendu totalement addict à la Monster. Je ne sais pas, il y en a beaucoup, je ne saurais pas dire lequel est mon préféré, mais globalement j'adore faire les festivals, c'est un truc que j'adore. Donc globalement je n'ai que des bons souvenirs en festival. Et enfin Fanny me demande quelle est ma peluche préférée. Alors la préférée, la number one, c'est un de mes tout premiers pandas et il n'aime pas trop être affiché sur internet, donc je respecte sa vie privée, je ne vous le montrerai pas. Et ensuite il y a deux peluches que j'adore particulièrement, donc Mei Mei que vous voyez souvent dans mon background lorsque j'étais au Japon, et j'avais envie aujourd'hui de vous présenter celui que j'ai retrouvé avec amour depuis que je suis rentrée en France. Mon très cher, mon amour de Pandredon, mais tellement belle, mais tellement mignonne, et grâce à sa forme il est facile à hugger. J'adore Pandredon, je suis tellement contente de l'avoir retrouvé, je suis tellement contente qu'on soit réunis ensemble. Il fait partie de ceux qui m'ont le plus manqué au Japon, mon Pandredon d'amour. Mais sinon, à part Pandredon, je tiens à dire que j'aime toutes mes peluches. Toutes mes peluches ont leur propre personnalité. Toutes mes peluches, je leur voue un amour complet. Je sais que je me prends souvent plein de commentaires disant que blablabla, ça fait tellement pas trop d'aimer les peluches quand on est une métalleuse, encore plus quand on aime du métal extrême et tout. Bah écoutez, je vous emmerde. Moi personnellement, j'aime mes peluches. Je leur voue vraiment un amour très intense. Ça fait vraiment partie des choses qui me rendent vraiment très heureuse sur cette terre, de voir mes peluches. Et globalement ça fait de mal à personne, chacun a ses passions, chacun a ses choses qu'il aime, et parfois pas forcément de manière très rationnelle. Et oui, peut-être que ça colle pas à l'image que les gens se font de moi, mais globalement je vous emmerde tous. Ensuite Jagombada me demande quelle est la visite chose que tu as préféré faire au Japon d'un point de vue touristique, ou que tu as été surprise de découvrir, etc. Donc j'ai fait beaucoup de choses au Japon et c'est pas forcément très évident de définir une chose que j'ai préféré faire, mais je pense qu'un de mes meilleurs
meilleur souvenir, c'est ma visite à Wakayama. Donc Wakayama, c'est une ville dans la préfecture de Wakayama, donc au sud de Osaka. Il y a des plages absolument magnifiques et aussi des petites îles abandonnées que vous pouvez visiter et des restants de bunkers de la Seconde Guerre mondiale. J'ai fait un vlog à l'époque dessus, j'essaierai de vous le mettre soit là, soit en barre d'infos. Et je pense que c'est une des visites les plus belles que j'ai faites au Japon. Et dans l'ensemble, j'aurais tendance à dire la plupart des visites que j'ai faites dans le Kansai. En fait, le Kansai, donc c'est Osaka, Kyoto, Nara, etc. Sauf qu'à partir du moment où tu sors de ces trois villes qui sont vraiment très touristiques, tu te retrouves dans des endroits à la fois magnifiques et surtout complètement déserts. Et voici qui clôt cette vidéo FAQ. J'espère qu'elle vous aura plu, j'espère qu'elle vous aura diverti. Si vous avez tenu jusque là, n'oubliez pas de passer sur mon YouTube, vous regardez une petite pub, ça me rapporte quelques centimes et ça me permet de manger des galettes patates, vous l'avez compris. N'hésitez pas, si vous avez d'autres questions ou quoi que ce soit, ou sur un thème plus particulier, n'hésitez pas à les poser en commentaire de YouTube là, et puis je les utiliserai pour la prochaine FAQ potentiellement. Merci à toutes celles et ceux qui ont posé des questions. Je suis désolée si j'en ai oublié, a priori c'est pas de mon fait, j'ai juste lu ce que Instagram m'avait mis comme réponse à ma story. Sur ce, en attendant la prochaine vidéo, n'oubliez surtout pas d'allumer la lumière et on se dit à très bientôt. Tchuss!